les retardataires vont arriver, vont nous rejoindre en cours. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 11e épisode des rendez-vous du biodéchet. Je me présente Paul Panier. Je travaille pour Green Creative. Pour ceux qui ne connaissent pas, Green Creative, c'est une entreprise industrielle française qui a été créée il y a plus de 15 ans maintenant et qui conçoit et fabrique des équipements de déconditionnement et de filtration pour valoriser les biodéchets. Je suis aujourd'hui accompagné de ma collègue Mawena Tender, qui va s'occuper de gérer les questions que vous pouvez poser déjà dès maintenant dans le chat ou dans l'onglet Q&A, Q&R. Et on répondra à ces questions en deuxième partie. Aujourd'hui, on est ravi d'accueillir Thierry Roland, coordinateur du pôle déchets au sein de l'ADEME. Bonjour Thierry. Bonjour à tous et à toutes. Et Christophe Rousseau, qui est agriculteur, méthaniseur et aussi déconditionneur de biodéchets. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. À l'agenda aujourd'hui, une première partie, 15 minutes d'échange à propos de la récente étude de l'ADEME sur la qualité du déconditionnement en France, suivie d'une deuxième partie de 15 minutes aussi, où vous aurez l'occasion de poser vos questions et Thierry et Christophe pourront y répondre. Donc, je vous invite vraiment tout au long du webinaire à poser vos questions et on y répondra par la suite. Donc, je propose de démarrer tout de suite et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet de l'étude, je vais me tourner vers vous, Christophe, et j'aimerais vous demander de recontextualiser, de nous réexpliquer un peu pourquoi quand on parle de valorisation de biodéchets, la qualité de la matière organique produite post-déconditionnement, elle est primordiale. Tout d'abord, je me présente. Donc, moi, Christophe Rousseau, je suis agriculteur dans l'Yonne. J'ai deux sites de méthanisation, un en cogénération qui fonctionne depuis maintenant 12 ans et un en injection qui est en fonctionnement depuis 2 ans et qui est donc venu à la suite du premier site. Vous allez en comprendre la raison. En fait, quand on a créé ces projets de méthanisation, il y avait deux choix, il y avait deux choses qui nous intéressaient. C'était vraiment de créer un projet qui ait du sens. Donc, un projet qui ait du sens pour nous et pour le territoire, de pas faire juste de se dire on va faire de la méthanisation comme ça. Et alors aujourd'hui, on parle beaucoup de biodéchets. Il y a 10 ans, on en parlait beaucoup moins. C'était vraiment le tout début de la grosse collecte de biodéchets. Et donc, en fait, ce sujet de la collecte de biodéchets est arrivé tout de suite dans nos têtes. Sauf qu'à l'époque, bien évidemment, on ne faisait pas de collecte. Le peu de collecte qui existait était réalisé par des entreprises industrielles. Et donc, ils nous livraient des biodéchets sur place, sur notre premier site de méthanisation, que nous, on hygiénisait en arrivant et ensuite on les traitait en méthanisation. Tout se passait bien jusqu'au moment où on a commencé les épandages. Donc, en fait, tous ces biodéchets, nous, on acceptait de les prendre puisque, en fait, on s'est dit qui de mieux que nous, les agriculteurs, euh, peuvent mailler le territoire de la France comme ça pour essayer d'aller collecter les déchets qui sont un petit peu partout sur le territoire. Puisqu'en fait, nous, on est même dans les zones rurales où il n'y a pas beaucoup de matière. Et donc, nous, on est là, agriculteurs méthaniseurs, pour pouvoir faire ça. Donc, moi, je parle là aussi au nom de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Donc, en fait, où on a beaucoup travaillé donc, avec l'ADEME pour cette étude. Donc en fait, la problématique est arrivée lorsqu'on a commencé à faire les premiers épandages de digesta après la réception des premières soupes de biodéchets qui étaient décommissionnées par des grosses entreprises, vu que l'objectif, en plus de créer un projet qui ait du sens, était aussi d'assurer un retour au sol de qualité. Voilà, nous, dans les Mhm. agriculteurs, on se transmet toujours nos fermes de génération en génération. Moi-même, j'ai encore un fils qui va arriver dans quelques années sur la ferme. Mon objectif, il n'est pas d'être là pour détruire notre patrimoine ou faire quelque chose. Voilà, l'intérêt, il est de transmettre un outil viable et constructif. Donc, du coup, quand on a commencé à avoir ce problème de biodéchets, on s'est rendu compte au moment de l'épandage de problématiques de plastique, de tri, de qualité de tri, essentiellement à l'intérieur de ces biodéchets. Donc, c'était vraiment la vraie problématique du moment. Les entreprises qui, eux, déconditionnaient ne semblaient pas être vraiment sensibles à ce problème de retour au sol, hein. Ils disaient, bon, ben, en gros, les paysans, vous avez qu'à vous débrouiller avec le retour au sol. Ça semblait pas être leur problème. Et donc, on a visité plein de sites. Et donc, vu que la situation ne s'améliorait guère,
c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision de se dire, bah, puisque personne n'est en mesure de nous faire un biodéchet de qualité, puisque c'était l'objectif, il y avait deux choix. Soit on se disait, on arrête les biodéchets, mais c'était pas comment, la nécessité de base, en fait, Hmm. le projet de base. Hein. Le projet, c'était vraiment de travailler avec le territoire, de créer de l'emploi sur place, etc. Et donc, on s'est dit, ben, puisque personne n'arrive à nous faire du produit de qualité, on va le faire nous-mêmes. Donc, on a visité plein de sites de biodéchets, plein de machines qui déconditionnaient. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup moins de choix qu'il y a aujourd'hui. Les machines étaient beaucoup moins évoluées. C'est là qu'on a rencontré la société Green Creative. Et donc, en fait, on n'a jamais vu de soupe vraiment propre. On en a vu des moins sales que d'autres, mais jamais de vraiment très, très propre il y a une dizaine d'années. Et en fait, on s'est rendu compte avec la société Green Creative que on avait un objectif commun, c'était de faire une soupe la plus propre possible, quoi, de travailler là-dessus. Et donc, en fait, on a créé un petit partenariat ensemble. Donc, eux, en faisant l'ingénierie d'une machine pour trier les microplastiques, et puis bah, nous, en mettant notre site à disposition pour trier les biodéchets qui arrivaient sur place. Donc, en fait, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure du FlexiPure pour faire un deuxième tri, une deuxième filtration des soupes de biodéchets pour voir où est-ce qu'on pouvait Ouais. arriver sur la qualité de la soupe. Donc voilà, après on Alors, expliquera dans le détail plus tard comment ça se passe. ouais. Alors, si je reprends un petit peu pourquoi il nous faut une qualité de soupe irréprochable, c'est justement pour un retour au sol après sur les épandages et dans les terres. Bien sûr, bah, c'est primordial pour nous, ouais, bien sûr. Voilà, c'est primordial. Et du coup, alors Thierry, je me tourne vers vous à présent. Donc, on a vu que récemment, l'ADEME a mené une étude auprès de différents sites, 7 il me semble, de déconditionnement de biodéchets en France pour mesurer la qualité de cette soupe produite à travers ces biodéchets emballés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les contours de cette étude et les résultats qui en ressortent en termes justement de qualité de soupe? Oui, tout à fait. Déjà, pour remettre un petit peu dans le contexte, hein, en 2021, il y avait eu une première étude qui avait été faite à un instant T. Le site de Christophe Rousseau faisait partie des sites volontaires déjà sur effectivement le fonctionnement et la qualité des soupes. Ce n'était qu'un instant T et l'objectif, c'était effectivement, au travers de l'étude que l'on a menée l'année dernière, de pouvoir évaluer la qualité de ces soupes et le fonctionnement des conditionneurs sur une période beaucoup plus longue. Effectivement, il y a eu 7 unités de déconditionnement volontaires, dont le site de Christophe Rousseau, que je remercie encore aujourd'hui. Et l'objectif, c'était effectivement de qualifier à la fois les matières entrantes et sortantes de ces équipements, de voir les avantages et de qualifier la qualité de ces soupes, de la pulpe organique, notamment pour pouvoir un, surtout voir la garantie par rapport à un retour au sol de qualité, et deux, par rapport aux exigences réglementaires, puisque les déconditionneurs sont aussi des installations classées qui sont sous la rubrique 2783, et dans lequel, effectivement, il y a des exigences sur les inertes et les impuretés vis-à-vis de la pulpe organique. Sur ces 7 unités, donc on les a suivies pendant 6 mois et il y a eu des échantillonnages sur une semaine complète de fonctionnement sur chacun de ces sites. Donc, au final, ça a fait 35 analyses sur ces 7 types de déconditionneurs qui étaient de marques et de modèles différents, ce qui permettait effectivement aussi de voir un petit peu la disparité des équipements. Et certains avaient des équipements complémentaires, type des presses, type des centrifugations, des ultrafiltrations, une double filtration, et d'autres pas. Ce qui s'est avéré, effectivement, c'est que quand on regarde les résultats de qualité de ces pulpes organiques, sur les 35 échantillons qui ont été analysés, 13 dépassaient les seuils, en tout cas les taux d'inerte et d'impureté qui sont fixés dans la rubrique 2783 et normalement dans le projet de socle commun, on l'attend toujours. Mais donc 13 échantillons et
principalement à cause de plastique supérieur à 2 mm. Ok. Très clair. Donc 13 sur les 35 échantillons durant l'étude, 13 qui s'avèrent au-dessus du seuil réglementaire, Tout à fait, si je dois résumer. Et tout à fait. parmi les sites suivis, donc des sites qui sont équipés de déconditionneurs et des sites qui sont équipés de déconditionneurs et d'équipements périphériques visant potentiellement à améliorer la qualité de soupe. Ils sont avec ou Ouais, pas des équipements complémentaires, ok. effectivement. Eh Voilà. ben, très clair. Et juste pour rappeler, ces déconditionneurs avaient effectivement comme entrant soit des produits qui venaient de l'industrie agroalimentaire, soit des GMS, et pour Hmm. certains, des biodéchets provenant de la restauration et un peu des ménages. Mais principalement industrie agroalimentaire et GMS. Industriel, ok, très clair. Christophe, en tant qu'agriculteur, en tant que méthaniseur et encore plus en tant que déconditionneur de biodéchets, quand on voit que l'étude dont Thierry nous présente les résultats, qu'on a des échantillons qui sont au-dessus des seuils réglementaires, c'est pas la majorité, mais il y en a quand même. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que cela vous surprend? Non, ça ne me surprend pas. En fait, quand l'ADEME a proposé d'avoir des sites, bien évidemment, l'AMF, l'Association des métallurgistes de France, qui veut professionnaliser la filière et essayer de faire le meilleur travail possible, parce qu'en fait, nous, on est tous agriculteurs, donc on veut tous faire un travail de qualité. Donc, c'était problématique parce qu'en effet, là, une filière ne se crée pas comme ça en quelques semaines ou quelques mois ou même quelques années. Donc, c'était compliqué de faire évoluer les machines. Et en fait, la seule chose on a découvert plein de techniques différentes. Et en fait, ce que disait Thierry, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que tous les sites qui avaient le plus de difficultés à respecter les normes, donc principalement plastique, hein, c'est ça la plus problématique, puisque même si vous avez des petits morceaux de verre, c'est pas vraiment gênant pour les épandages. C'est un petit peu gênant pour le matériel, mais c'est moins gênant pour les épandages, parce que c'est quand même du minéral. Le vrai problème est le tri du plastique. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tous les sites qui triaient le plastique avec deux systèmes de filtration successifs avaient des résultats qui étaient bien meilleurs que ceux qui n'avaient qu'un système de filtration, ce qui est plutôt facile à comprendre. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on parlait de normes ICPE. Donc, la norme ICPE que Thierry a évoquée, on doit respecter 5 grammes d'inerte au maximum par kilo de matière sèche. Donc, c'est soit 5 grammes au total entre métaux, plastiques et verre, ou alors 3 grammes individuellement. D'accord? Alors, si vous avez 3 grammes d'inerte de verre dans votre digesta, vous n'allez pas le voir, ça ne dérange pas. Si vous avez 3 grammes de plastique, vous respectez la norme. Donc, c'est le cas pour une grande partie de ceux qui font deux tris successifs, comme pour ma part avec le FlexiPure. On respecte cette norme de 3 grammes de plastique sans problème, puisque on fait des analyses très, très régulièrement. Et en fait, toutes les analyses sont entre 0 et 3 grammes. Le maximum sont souvent entre 1 et 2. La grande majeure Hmm. partie des analyses sont entre 1 et 2 grammes. Donc, ce qui veut dire que l'on respecte la réglementation ICPE qui est en vigueur grâce à cette deuxième filtration. Par contre, donc vous respectez cette norme, mais ce gramme ou ces 2 grammes de plastique qui peuvent rester dans votre kilo de matière sèche ne représentent pas grand-chose en effet en poids, mais par contre visuellement, quand vous épandez dans les champs, vous pouvez toujours voir ces petits morceaux de plastique, en fait. Et donc du coup, aujourd'hui, nous, vu qu'on est en train d'essayer de toujours progresser dans l'évolution de la technique des machines, je pense que ces 3 grammes, il faudrait peut-être même pouvoir redescendre ce seuil à 2 grammes, parce que je pense que avec les technologies qui arrivent, je pense que ça doit pouvoir se faire. Et je vais vous en parler un petit peu plus tôt à la fin pour voir comment on envisage de travailler. Mais voilà, donc en gros, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que suite à l'étude, on s'est rendu compte que tous les gens qui arrivaient à faire deux filtrations, en général, arrivaient à respecter la norme ICPE. Mais donc, respecter la norme ICPE ne veut pas dire on est à zéro, puisqu'en fait, quand on respecte la norme ICPE, on peut quand même avoir 2 grammes de plastique ou 0,2%, pour ceux qui connaissent plus le terme, 0,2% du poids de matière sèche dans le digestat. Donc en fait, pour l'instant, très peu de sites peuvent arriver à ça, parce qu'en fait, il faut mettre des systèmes de filtration en place, il faut faire des essais, etc. Donc tout ça, ça n'arrive Hmm. pas comme ça du jour au lendemain.
Mais aujourd'hui, voilà, on sait déjà qu'on arrive à respecter ce seuil d'ICPE plutôt facilement avec deux systèmes de filtration. Ça, c'est sûr. Ok, et alors, bah, merci Christophe pour ces précisions. Thierry, le scope de l'étude est clair, des résultats sur la qualité et donc Christophe complète. Euh, quels sont les autres enseignements qu'on apprend suite à cette étude autour de la qualité de la soupe? Parce que déconditionner des biodéchets, c'est pas une affaire seulement de la personne qui les conditionne, c'est une filière entière avec différents acteurs sur différents maillons de la chaîne. La responsabilité, elle est où? Est-ce qu'elle est uniquement sur les déconditionneurs ou en amont, en aval? Qu'est-ce que ça nous évoque l'étude là-dessus? Ben, clairement, pour moi, la responsabilité, elle est sur l'ensemble de la chaîne. C'est trop facile de dire c'est de la faute des déconditionneurs qui ne respectent pas les normes. C'est vraiment sur l'ensemble de la chaîne. Pourquoi? Effectivement, comme disait Christophe tout à l'heure, les équipements aujourd'hui qui sont mis, les équipements de déconditionnement, entre guillemets, qui sont mis sur le marché sont de plus en plus performants, avec ou sans équipement complémentaire. L'étude, qui est d'ailleurs en ligne et téléchargeable sur la librairie ADEME, montre qu'effectivement, quand il y a des équipements complémentaires, type centrifugation, double filtration, comme disait Christophe, la double filtration, tout ça, ce sont des équipements qui vont améliorer. Aujourd'hui, on parle de seuil supérieur à 3 millimètres ou à 3, pardon, à 3 grammes ou à 5 grammes pour les trois éléments. N'oublions pas qu'il y a aussi, on a analysé dans cette étude une fraction qui est encore plus fine et là où les quantités sont beaucoup plus importantes. On ne va pas aujourd'hui aller tout chercher, mais il ne faut pas l'oublier malgré tout, et ça va dans le retour au sol. Aujourd'hui, les enseignements que l'on peut tirer de cette étude, la première des choses, c'est effectivement travailler sur la prévention des déchets. Il faut réduire, entre guillemets, le gaspillage alimentaire. Quand effectivement on a des éléments, le déconditionneur ne va pas tout faire. Un déconditionneur, il est fait, comme son nom l'indique, pour déconditionner, notamment les éléments qui viennent d'industrie agroalimentaire, oui, d'industrie agroalimentaire ou de GMS, pardon, je vais trouver le terme. Ce n'est pas un désemballeur. Voilà, par exemple, les biodéchets collectés dans des sacs plastiques, le déconditionneur ne va pas s'amuser à faire le désemballeur uniquement. Hmm. Voilà, donc il faut bien cadrer les choses. Il faut effectivement que cette chaîne de déconditionnement soit bien adaptée aux spécificités des biodéchets à traiter. Et là, je pense que Green Creative, comme les autres équipementiers, comme la profession, il y a une amélioration, j'allais dire quotidienne, qui permettent effectivement de pouvoir couvrir des demandes de plus en plus spécifiques, notamment d'agriculteurs qui veulent faire aussi du déconditionneur pour pouvoir adapter le matériel aux entrants. Hmm. Il y a besoin, comme le disait Christophe tout à l'heure, dans son projet, d'instaurer un dialogue avec les producteurs de manière à pouvoir respecter les consignes aussi en entrée de site, parfois aussi d'éviter certains contenants. De nombreux déconditionneurs aujourd'hui interdisent les conditionnements en verre, justement pour éviter la problématique d'usure des machines, de sécurité du personnel et puis aussi le retour au sol. Parfois, il y a des opérations de déconditionnement manuel pour Hmm. éviter effectivement le risque, entre guillemets, de pollution de la pulpe organique.
hein. Et puis, un point extrêmement... donc, c'est une communication régulière, pardon, sur les rappels des consignes de tri avec les clients quand c'est apporté sur site, de pouvoir faire effectivement parfois des lots qui permettent effectivement de dire ben, on a une attention plus particulière pour ce lot-là pour pouvoir le déconditionner et pas le passer n'importe quand, n'importe comment. Et parfois, dans certains projets, on a aussi des idées de broyage en amont du déconditionnement à ne surtout pas faire parce que bah, effectivement ça augmente le risque d'avoir des petites particules effectivement de plastique qu'il va falloir Mm. enlever de la soupe derrière. Et puis, en dernier point, c'est aussi quand il y a des équipements, bah, d'avoir un suivi régulier des performances de ces équipements-là, d'ajuster, entre guillemets, en temps réel les réglages de ces équipements pour avoir une efficacité de plus en plus élevée. Et puis, comme dit Christophe, ben, c'est en constante évolution. Donc, il y a aussi, même si effectivement les déconditionneurs, enfin, les exploitants de déconditionneurs sont là effectivement pour déconditionner des entrants et comme Christophe de l'utiliser pour la retour au sol, ben, il y a aussi de l'ingénierie, si l'on peut dire, l'ingéniosité aussi par la recherche, on va dire un peu de la recherche et développement pour trouver des solutions pour améliorer constamment la Mm. qualité des soupes. Et je pense qu'il y a encore du travail, même si effectivement la double ou multi-filtration peut permettre effectivement de plus en plus garantir la qualité du retour au sol de cette matière organique. Ouais, tout à fait. Et alors justement, chez Avalon Bioénergie, Christophe, comment vous engagez donc, on a les équipements, on a bien compris. On a en amont la qualité des biodéchets qui vont venir aussi être déconditionnés, qui est aussi un des facteurs clés de succès. On voit aussi qu'il y a l'exploitant en tant que ressources humaines aussi. Déconditionner des biodéchets, c'est un nouveau métier, une nouvelle manière de travailler et ça s'apprend. Comment vous engagez, vous, les autres maillons de la chaîne, justement, chez Avalon Bioénergie? Alors, nous, en fait, à Valon Bioénergie, enfin, je parle aussi pour les autres, mes autres collègues de l'Association des méthaniseurs de France qui font aussi du biodéchet. En fait, on veut vraiment professionnaliser la filière et prouver que les gens qui peuvent faire ça bien aujourd'hui en France, c'est nous les agriculteurs. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de professionnaliser la filière et d'échanger entre nous. Donc, en fait, on a un groupe de travail en interne. On est 6 ou 7 agriculteurs méthaniseurs qui ont des déconditionneurs en France. On est en communication très, très régulièrement ensemble et Mm. où on échange. Et lundi, ben, moi, j'ai essayé telle chose, ça marche pas. Moi, j'ai essayé ça, c'est pas mal. Tu peux essayer. Donc, en fait, on visite nos sites les uns avec les autres. Et en fait, l'objectif très clair pour tout le monde, c'est d'avoir une qualité de retour au sol à zéro et de ne pas se contenter de respecter la norme ICPE qu'on respecte aujourd'hui, quasiment tous, des 3 grammes. Et en fait, l'objectif, c'est pas de rester à 3 grammes, c'est d'arriver à zéro. Le véritable objectif, il est là. Donc moi aujourd'hui, pour moi, mon avis, c'est nous à Valon Bioénergie, on a pris la décision d'ajouter aujourd'hui, pour passer de nos 2 grammes en moyenne, de 1 à 2 grammes, un troisième système de filtration sur le site. Donc en fait, une machine qu'on avait déjà essayée, qui était en numéro 2 en filtration, mais qui avait des problèmes parce que il faut vraiment que les plastiques soient tout petits et très fins pour qu'elles puissent les trier. Donc, ça marchait que moyennement bien. Donc, en fait, nous, on va faire 2 systèmes de filtration. Après, il y a l'hygiénisation. Et derrière l'hygiénisation, une fois que la matière est très, très chaude, en sortie d'hygiénisation, là, on va installer une troisième machine qui va filtrer. Donc là, ça va aller très, très vite parce qu'en fait, il va vous rester 2 grammes ou 1 gramme de plastique par kilo de matière sèche. Donc, c'est quasiment rien. Donc cette machine va aller très très vite. Et normalement, là, on a fait les premiers essais. Il semble que ces premiers plastiques restent bien triés et à l'écart de la soupe de déchets organiques. Le problème qu'on avait avant, c'est que cette machine-là, si les plastiques sont un petit peu plus importants, plus gros, on avait la matière organique qui restait sur les plastiques. Et donc là, c'est double peine. Puisqu'en fait, Mm. si vous devez payer pour retraiter vos plastiques que vous avez derrière, vous allez payer, vous perdez la matière organique, vous ne l'avez pas en méthaniseur pour faire de la valorisation énergétique. Et en plus de ça, vous allez payer pour retraiter cette matière organique. Donc là, l'avantage de pouvoir bien filtrer ça, euh,
le but des plastiques, c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui pour nous à Vallon. Et là, ben, pas plus tard qu'aujourd'hui, ce matin, une nouvelle machine est arrivée sur le site pour laver les plastiques. En fait, tous les plastiques sont maintenant lavés en sortie de déconditionnement. Et en fait, ils sont lavés, on arrive à gagner 45 à 50% du poids des plastiques. Et donc, ça, pourquoi? Ben, pour limiter l'enfouissement, voire même le supprimer totalement, puisque maintenant que nos plastiques vont être propres, on va pouvoir les valoriser en CSR. Et donc, en fait, tout ça, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. On ne fabrique pas une filière hyper efficace comme ça en 2 jours. Et en fait, Avalon Bioénergie existe depuis maintenant 2 ans. Et je pense pouvoir dire que ben, je pense qu'à la fin, fin 2025, il est fort probable qu'on ait un taux d'inerte à zéro dans notre soupe. Je pense que ça va être arrivé à la fin à la fin de l'année. Ouais. Eh ben c'est prometteur et on vous réinvitera pour, pour nous faire un retour d'expérience. On fera des Je études avec l'ADEME, pas de problème. Super. Une dernière question pour vous deux avant qu'on passe à la petite session de questions-réponses et je vois que dans le chat, il y a déjà pas mal de questions. Euh, bon, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui veulent se lancer, qui se lancent dans la valorisation des biodéchets. C'est quoi, si vous aviez un conseil à leur donner, que ce soit des agriculteurs, des collectivités qui vont devoir travailler avec d'autres acteurs de la filière, pour que leur projet réussisse et ou alors un écueil à éviter que vous auriez bien aimé qu'on vous dise vous Christophe avant que vous vous lanciez. Bah, Eh ben, si je dois commencer, pardon Thierry, vas-y, si vas-y. je commence, la première chose à dire aux gens, si les gens, alors bien évidemment, il faut impérativement, ce que je disais tout à l'heure, inciter les agriculteurs à pouvoir faire ça, parce qu'il n'y a que nous pour mailler tout le territoire de la France. Donc moi, je collecte les déchets en Bourgogne-Franche-Comté, mais je ne vais pas chercher les déchets qui sont en Bretagne ou en Alsace. Donc en fait, le Mm, but de l'opération, c'est que nous, agriculteurs, on puisse mailler le territoire et éviter tous les kilomètres faits par les biodéchets. En fait, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on puisse développer des activités. Alors, la problématique, c'est que ça coûte quand même très, très cher. Donc, d'investir dans un centre de conditionnement. Voilà, moi, le conseil que je donne, c'est que c'est soit on le fait et on le fait très, très bien, on s'en donne les moyens, mais il ne faut pas le faire en le faisant au rabais. Et là, on sait qu'on va faire du mauvais travail et du coup, on aura un retour au sol qui sera mauvais. Donc, si mm, on le fait, alors moi, à l'époque, j'ai été bien aidé par l'ADEME pour le faire. Donc, ça nous a permis d'investir dans plusieurs machines. Voilà, donc l'investissement pour le traitement des biodéchets avec le bâtiment, ça peut représenter 2 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'après, il faut être en mesure de pouvoir traiter au moins 6 à 8 000 tonnes par an pour pouvoir rentabiliser. Il faut avoir beaucoup de personnel parce que ça, on ne croit pas comme ça. Tout est mm, géré par des machines, mais il faut quand même beaucoup de suivi. On fait beaucoup de tri manuel, comme on disait tout à l'heure. Donc, on regarde quand il y a des bouteilles en verre, quand il y a des pots de cornichons, des choses comme ça, on enlève tout manuellement. Mais voilà, il faut trouver la main-d'œuvre. Donc, attention à la main-d'œuvre. Et surtout, si on se lance, alors lancez-vous les agriculteurs, mais surtout, si on se lance, il faut vraiment visiter plein de sites, voir tout ce qui se passe partout, et pour faire du travail de qualité, parce que sinon, ça ne sert à rien de se lancer. Voilà mes conseils. Donc, venez nous voir, nous, à euh, l'AMF. On a plein de sites différents et qui sont tous en constante évolution. et bah, très clair, merci, merci pour eux. Thierry, vous avez un mot à rajouter par rapport à ce que Christophe vient de nous dire? Euh, oui, j'irai deux conseils. Le premier, effectivement, l'objectif premier, c'est la garantie de la qualité de la pulpe en Mm, sortie et pas l'objectif déconditionné. Je pense que le plus important, c'est garantir cette qualité pour le retour au sol. La deuxième, comme l'a dit très justement Christophe, c'est en amont du projet de contacter effectivement des professionnels comme Christophe qui ont des conditionneurs, qui ont pu tester un certain nombre et qui ont beaucoup d'expérience sur le domaine pour pouvoir effectivement bien mûrir le projet par rapport aux entrants. Et à ce titre, je pense courant du mois de mai, je m'avance un peu, il y aura également un deuxième document qui sera mis en ligne sur la librairie ADEME. J'ai mis le lien d'ailleurs dans le chat de l'étude, qui sera un outil d'aide à la décision pour un projet de déconditionnement. super, en effet, et ben, ce sera un super document. Je crois qu'il y en avait déjà une première version il y a quelques années qui avait été sortie, qui listait Oui, les différents outils disponibles sur le marché. Et donc, mais génial. qui était pour choisir entre guillemets le Voilà. déconditionneur, mais là on est vraiment sur les différentes étapes d'un projet de déconditionnement et Ok. pas uniquement Eh l'équipement. ben,
Bah super, ça va être super utile, je n'en doute pas. Merci beaucoup à tous les deux. On passe à il y a quelques questions là qui reviennent dans le chat. Une première, et je pense que Thierry, vous allez pouvoir y répondre. Est-ce que la réglementation va évoluer sur les taux d'inerte dans les soupes dans un futur proche, en étant plus exigeant sur la taille et le pourcentage des inertes? Est-ce que vous avez une vue là-dessus? Alors aujourd'hui, pas d'informations par rapport à ça. On attend le socle commun. Si effectivement à un moment ou à un autre il ressort. Pour l'instant, les exigences sont étaient les mêmes que pour la rubrique 2783 des installations classées. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments. Ma collègue Muriel Boucher, qui est également en ligne, si tu as d'autres infos, Muriel, n'hésite pas. Mais pour moi, Bonjour à tous. Oui, non, pas j'ai d'évolution. pas d'autres, pas d'évolution là-dessus. Non. On attend un Bonjour socle Muriel. commun, comme tu l'as dit. Bonjour à tous. Ok, et ben on va se tenir attentif aux évolutions. Alors, ouais, je me permets parce qu'il y a plusieurs questions qui demandaient où on pouvait trouver cette nouvelle étude de l'ADEME. Et en effet, Thierry a mis le lien dans le chat, donc Ouais. vous pouvez aller regarder, aller télécharger l'étude. On a des questions sur. Alors, je pense que c'est plutôt pour Christophe qui, on nous dit, qu'entendez-vous par deux filtrations successives? Est-ce que c'est deux flexipures en série? Alors, vous l'avez déjà un peu expliqué, Christophe, mais peut-être si jamais vous pouvez remettre un mot sur aujourd'hui, du coup, votre installation avec votre nouvelle machine installée aujourd'hui, du déconditionneur jusqu'à à la méthanisation. Ouais. Au niveau de... Alors, donc, non, donc c'est pas deux flexipures successifs, puisque sinon on ferait le même travail. Donc, il y a la première unité de déconditionnement. Donc, chez moi, c'est un FlexiBoost. Donc, en fait, moi, j'ai eu le premier FlexiBoost et le premier FlexiPure installé en France. Donc, le FlexiBoost, le premier déconditionnement, il vous enlève, allez, disons, 99% des plastiques, des gros plastiques. Il ne broie pas. Donc, c'est pour cette raison qu'on avait choisi cette machine en premier déconditionnement. C'est pas un broyeur. En fait, ça fonctionne par écrasement. C'est-à-dire que si vous mettez un pot de crème dans votre FlexiPure, quand vous voyez à la sortie dans le FlexiBoost, pardon, excusez-moi, qui est donc un modèle un petit peu plus gros que le FlexiDry, ce pot de crème ressort juste éclaté en deux, mais il n'est pas broyé. Et en fait, le but de l'opération, c'est de ne pas faire de petits plastiques qui sont après difficiles à collecter. Donc là, il y a cette première filtration. Ensuite, ça va décompter dans une cuve de stockage, d'accord? Où là, vous avez encore un petit peu de, là, vous avez un petit peu de plastique qui sont dedans. En sortie de FlexiBoost, on ne respecte pas la norme ICPE, ça faut être clair. On peut la respecter avec un FlexiDry, mais pas avec un FlexiBoost, puisqu'il va plus vite, il a des grilles plus grosses. Enfin, c'est l'objectif, hein. Et donc après, donc cette soupe, elle est filtrée une deuxième fois, elle est là dans un FlexiPure, donc qui a des trous beaucoup plus petits que le FlexiBoost. Donc le FlexiPure trie la soupe à peu près à un débit de... Si on veut faire du beau travail de bonne qualité, il faut être à peu près à 8 à 10 tonneurs. Alors on peut très bien passer des produits à 15 ou 16 ou 17 tonneurs, sauf que le problème qu'il y a, c'est que plus on va vite et moins on fait les travaux de qualité. Donc les deux travails de qualité, nous, ce qu'on attend, c'est que les plastiques soient propres et qu'il n'y en ait plus dans la soupe. Et si plus on va vite avec le FlexiPure, et plus le problème qu'il y a, c'est qu'on retrouve de la matière organique sur les microplastiques qui sont triés par le FlexiPure. Donc en fait, on perd encore cette matière. Donc il va maintenant être lavé, donc on va la récupérer. Mais le but de l'opération, c'est quand même de prendre le temps de faire le travail. Et donc là, maintenant, là, ce qu'on est en train d'installer chez moi, la troisième filtration. Donc après le FlexiPure, ça part en hygiénisation. Et après l'hygiénisation, là, on a installé une presse à vis, comme une séparation de phase, qui est en dessous de la cuve d'hygiénisation et qui, donc, elle, va retraiter tous les microplastiques. Donc, voilà. Je Semble- crois on a perdu Paul, qui va se Ah, reconnecter. ah. Voilà, il est Ah, revenu. c'est bon, j'ai eu un petit problème. J'ai loupé je pense, les 10 dernières secondes de la réponse de Christophe. Alors, Le j'avais une courant. question pour vous, l'ADEME plutôt. Quelle est la position de l'ADEME suite à cette étude? Les unités de déconditionnement vont-elles être toujours aidées? Doit-on envisager de nouvelles prescriptions règles pour disposer d'aides ou de subventions? Exemple, équipement de post-traitement.
Je te laisse répondre, Muriel. Allez. Muriel, qui est la référente biodéchets à l'ADEME. Euh, voilà, Super. Voilà. référente L'expertise nationale biodéchets, biodéchets. je l'ai reprise depuis pas très très longtemps. Donc, c'est pour ça que Thierry vous a présenté. Il était là. Comme c'est lui qui avait fait le suivi de l'étude, mais en tout cas, maintenant, la Oui. thématique biodéchets, c'est moi qui la représente pour l'ADEME. Donc, au niveau des aides pour les déconditionneurs, déjà pour 2025, les aides ont été suspendues pour cette année. Donc, pour les projets de déconditionnement cette année, effectivement, il n'y a pas d'aide possible de l'ADEME. On réfléchit, on travaille en groupe avec effectivement plusieurs personnes sur des éventualités de réintégrer potentiellement ces déconditionneurs, mais pour l'instant, rien n'est vraiment fait. Et donc, le travail est toujours en cours sur cette éventualité-là. Mais pour l'instant, les aides sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Donc sur les unités de déconditionnement, est-ce que c'est envisageable ou est-ce qu'il y a des réflexions sur des équipements périphériques comme nous le mentionnait Christophe? Pour l'instant, effectivement, c'est le déconditionneur en lui-même qui ne peut pas Hmm. être aidé. Donc, c'est pour ça qu'on travaille effectivement sur des aspects complémentaires pour l'instant. Effectivement, est-ce que si on a preuve de équipement en amont, équipement en aval, etc. Enfin, il y a beaucoup de points et de précautions sur lesquels on travaille sur l'éligibilité de l'aide à nouveau. Mais pour l'instant, effectivement, même ces équipements-là, pour l'instant, ne le sont pas. Ok, Ça ne bloque pas très. un projet complet de Ouais. méthanisation ou des choses comme ça, mais l'aide spécifique sur les déconditionneurs n'est pas. Ok, très clair. Alors, et j'en profite, et je ne sais pas si Christophe, Thierry ou Muriel, enfin, je vous laisse le choix de qui va répondre, mais est-ce que il y a une question, avez-vous connaissance d'initiatives entre des méthaniseurs et la filière agroalimentaire ou des GMS pour agir à la source, c'est-à-dire pour réduire les quantités de plastique présents autour de la matière organique, les quantités de déchets? Si je dois traduire, c'est comment on améliore la qualité des biodéchets intrants sur le site de déconditionnement. Est-ce qu'il y a des collaborations qui existent? Est-ce que vous avez des bons exemples en tête? Je peux éventuellement dire un mot là-dessus. C'est extrêmement compliqué en fait ça, parce que si vous prenez la personne qui va aller faire ses courses, et alors on peut imaginer que les tranches de jambon blanc qui sont emballées sous vide aujourd'hui dans les grandes surfaces, en effet, quand vous décolletionnez, vous avez quasiment autant de poids de plastique que de poids de jambon blanc. Donc on pourrait se dire, ben, en fait, on va faire des paquets de 10 tranches de jambon blanc. On aura quasiment le même emballage et on va donc du coup diminuer le pourcentage de plastique. Sauf qu'en fait, bah, les gens vont se dire, bah non, moi, je ne veux pas acheter 10 tranches de jambon blanc. Donc, ce serait bien de pouvoir faire ça. Mais en fait, on se rend compte que je ne sais pas si techniquement, enfin, si le consommateur serait content de ça, quoi. Aujourd'hui, vous prenez des paquets de gâteaux avec des emballages individuels pour les enfants qui partent à l'école pour leur goûter à 4 heures. Même moi, mes enfants en ont eu. Je ne dis pas que c'est bien. Si aujourd'hui on enlève tous les emballages individuels, alors il y a une partie des gens qui vont être très contents et il y en a une partie qui vont pas être contents parce que c'est plus pratique, quoi. Donc franchement, moi j'y crois pas trop en fait. J'y crois pas trop à cette réduction des plastiques comme ça. Juste pour Hmm. compléter, nous on a tout pesé. Bah, d'ailleurs, quand on a fait des études avec l'ADEME, là moi pour une année, sur une année de fonctionnement en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits qui arrivent de GMS ou d'industrie agroalimentaire, c'est principalement ça qu'on reçoit parce que aujourd'hui la collecte des particuliers, elle est quand même très très faible et on ne la voit pas beaucoup arriver, surtout nous en campagne. Euh, on a quand même à peu près 10% du tonnage qui rentre qui est du plastique. C'est-à-dire que si vous rentrez 10 tonnes de biodéchets le matin sur votre site de déconditionnement, vous avez 1 tonne de plastique à retraiter. Donc en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi chez moi, ça coûte très cher à retraiter. Et donc du coup, le travail qui est fait aujourd'hui, il est fait justement pour retraiter ce plastique, le nettoyer et pouvoir le réutiliser. Et parce que c'est une source d'économie très importante, parce que là, j'ai vu ce que ça m'avait coûté en un an de gérer tout ce tonnage de plastique, parce que c'est vraiment un vrai problème à gérer. Donc à peu près, pour vous rendre compte, c'est 10% du poids qui rentre, c'est du plastique. Est-ce que Thierry ou Muriel voulaient compléter la réponse de Christophe? Ben, là-dessus, nous, pardon, le point principal, il va être sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, en fait. Si on se retrouve avec Hmm. tous ces aliments emballés à déconditionner, c'est qu'il y a aussi des actions à faire en amont. Et c'est des choses auxquelles on a travaillé, à sensibiliser. Euh, donc, il y a ce levier-là qui est encore très important, trop important, Hmm. sur lequel il faut qu'on travaille également. Également.
Ok, j'enchaîne avec une question. Y a-t-il une problématique avec les plastiques dits biodégradables? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est un enjeu justement dans ce déconditionnement et la valorisation des biodéchets emballés? Je peux en Ben, parler aussi. Vas-y, Thierry. déjà, juste en introduction, Christophe, je dirais qu'est-ce qu'on entend comme biodégradable. C'est comme tout, on utilise ce mot-là, derrière, il n'est pas si dégradable que ça, pour certains, d'autres pas du tout. Donc attention à ce terme qui est très générique et qui parfois veut tout dire et n'importe quoi. Alors, maintenant que le warning est fait, Christophe. C'est un petit peu ce que je voulais dire, de se dire, Excuse-moi. c'est pas parce qu'il y a marqué le nom bio dedans que c'est obligatoirement bien, quoi. Donc, par exemple, on parle de ça, vous voyez, dans les villes, maintenant, on peut avoir des communautés de communes qui commencent à distribuer des petits seaux de biodéchets pour les Oui. particuliers. Et donc, en fait, la grande question, c'est de se dire, est-ce qu'on distribue un seau et les gens, ils mettent leur épluchure dedans de pommes de terre, de melons, etc., dans ce seau, et après, ils vont l'emmener dans un bac de collecte volontaire. Donc ça, c'est le mieux, parce qu'en fait, du coup, il n'y a pas de sac. Par contre, il faut laver le seau, ce qui n'est pas toujours marrant ou agréable, parce que quand vous êtes l'été, vous pouvez vite avoir un petit pesticide dedans qui va se former avec la chaleur. Euh, et donc, il y en a qui préfèrent plutôt mettre des sacs dedans. Alors, on appelle ça des sacs biodégradables. Mais en effet, quand vous arrivez sur place pour le mettre dans votre poubelle, quand vous levez le sac, ben, en fait, il est percé par les tomates et qui ont fait le jus dedans. Et en fait, on se rend compte que ces sacs biodégradables sont pas tant dégradables que ça et qu'on peut quand même retrouver des morceaux très très longtemps après. Donc en fait, moins on en met et mieux on se porte. Ça, c'est une certitude. Ok, en effet, très clair. Une question qui vient d'être posée. Bonjour, pouvez-vous nous faire un rapide rappel sur l'hygiénisation? Est-ce obligatoire? Ah ben là-dessus, moi, je peux intervenir. Allez-y. Oui, dans le sens où vous traitez du déchet alimentaire. Le déchet alimentaire est considéré comme un sous-produit animal de catégorie 3. Et pour pouvoir le traiter, effectivement, une des phases du traitement de ces types de déchets-là, c'est une montée en température, une hygiénisation. Les Hmm. procédés de compostage, dans le procédé lui-même de compostage, c'est fait automatiquement, les 70 degrés pendant plus d'une heure, etc. Enfin voilà, il y a une montée en température du compostage. Après, quand on est sur des phases plutôt de méthanisation, quand on envoie ces déchets-là en méthanisation, la méthanisation ne monte pas suffisamment en température seule pour l'hygiénisation de ces déchets-là. Et donc, il faut un équipement d'hygiénisation euh, des déchets, donc soit en amont, soit en aval du déconditionneur, selon ce qui est mis en place. Et donc, pour compléter la réponse, alors en effet, l'hygiénisation est obligatoire pour certains types de produits. La problématique que l'on a, en fait, c'est que c'est obligatoire pour les produits carnés, crus, enfin, ou poissons ou viande crue. Tout ce qui est cuit n'a pas besoin d'être hygiénisé. La problématique, c'est que quand vous recevez 10 tonnes de biodéchets d'une grande surface, si dans les 10 tonnes de biodéchets, vous avez un steak haché cru, en fait, il faudrait pouvoir l'enlever à la main pour que ce soit hygiénisé et le reste n'a pas besoin d'être hygiénisé. Un yaourt, par exemple, n'a pas besoin d'être hygiénisé. Tout produit qui est transformé n'a pas été hygiénisé. Mais en fait, techniquement, on ne peut pas se permettre de se dire, bah, on va enlever, il y a un poisson, il y a un steak haché, etc. Donc, en fait, on hygiénise tout, malgré le fait que, en fait, on hygiénise tout, alors qu'il y a peut-être que 5% de la matière qui doit être hygiénisée dans le lot. Mais bon, par Hmm. sécurité, tout passe à l'hygiénisation, en effet. Ouais, et du coup, pardon, là, moi, si, enfin, du coup, peut-être pour tout ce qui vient du détail, commerce de détail, etc. Par contre, quand on est sur biodéchets des ménages, Oui, si vous de la collecte, etc., 100% est considéré même si la peau de banane, hein, c'est on est là, hygiénisé, il n'y a ouais, pas, ouais. voilà, Tout ce qui est c'est déchets cuisinés faut table, c'est hygiéniser. hygiénisé. Oui, exactement. Ok, Bon, en tout, on hygiénise tout comme ça, c'est Voilà, on plus. hygiénise tout comme ça, il n'y a pas de pas de souci. risque. Très clair. Je vois l'heure qui file et on a pris un peu de retard parce qu'on a beaucoup de questions. Je vais poser une dernière question sur les refus parce qu'il y en a eu plusieurs et je pense qu'elle résume bien l'ensemble des questions. Qu'entendez-vous, pardon, par retraitement des plastiques de refus? Quel mode de traitement et filière de recyclage-valorisation? Quid des normes? Alors, je pense que Christophe, Ouais, ça vous doit être pouvez pour y aller. moi. Ouais. Ça doit être pour moi. Donc en fait, la problématique qu'on a avec les plastiques, si vous voulez, c'est que quand on traite du biodéchet alimentaire qui arrive d'une grande surface, tous les plastiques sont mélangés.
C'est-à-dire que dans le même bac, vous allez avoir des yaourts, des pains au chocolat, des tartes aux pommes, etc. Donc plein de types de plastique qui vont être différents, des sacs de pain de mie, etc. Donc du coup, quand les plastiques sont mélangés comme ça, ils sont difficilement revalorisables. En fait, il faudrait pouvoir déconditionner tout le temps le même produit. Donc si vous avez un gros lot qui arrive, ça nous est arrivé d'avoir un gros lot, par exemple, de briques de lait qui arrivent. Là, si vous déconditionnez toutes les briques de lait ensemble, que vous avez que le même type de plastique et qu'il est trié, du coup, là, vous pouvez le valoriser, donc le même le revendre, et après, ce plastique est recyclé. Nous, aujourd'hui, il est mélangé. Donc là, il était mélangé, et en plus de ça, un petit peu sale avec la matière organique. Donc du coup, le fait de le laver, donc là maintenant, on va le laver. Donc là, la machine, elle est arrivée aujourd'hui, je vous ai dit. Donc elle va être mise en place la semaine prochaine. Donc on va laver les plastiques, mais ils seront toujours mélangés. Donc on ne peut pas les recycler. Donc en fait, l'utilisation maintenant, là en fait, on est en train de travailler avec des gens, et donc c'est pour que ce plastique parte en CSR, donc en combustible solide de récupération, donc pour être utilisé. En fait, le seul objectif pour nous, c'est que ce plastique ne devienne plus un coût pour nous, juste de le donner, et on serait parfaitement content, quoi, en fait, et qu'il puisse faire autre chose. Je sais qu'il y a même des études qui sont faites pour essayer de retransformer le plastique dans son état initial, puisque ça vient du pétrole, pour refaire de l'essence. Donc peut-être qu'un jour, on pourra refaire ça avec. Moi, j'en suis pas là aujourd'hui, mais je sais qu'il y a des études qui sont faites en Suisse de ce côté-là. Très clair. Eh bien, je pense qu'il est temps de clôturer ce webinaire. Il y a pas mal de questions auxquelles on n'a pas pu forcément répondre. Ce que je vais faire, je vais reprendre les questions les assez pertinentes et en faire un article qu'on publiera sur le site de Green Creative. Donc, si jamais malheureusement on n'a pas répondu à votre question, vous pourrez prochainement trouver la réponse sur notre site. Donc merci beaucoup Christophe, merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Muriel pour votre intervention aussi. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode des Rendez-vous du biodéchet. Merci. Et juste un point, je voulais aussi remercier l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France pour l'étude et Christophe en particulier. Merci tout le monde, merci Thierry. Au Merci. Au revoir. revoir. Et au revoir. Au revoir.